Merci. Bon après-midi tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous pour entamer cette session qui est dédiée aux allergies. Et on m'a demandé de présenter quelque chose pour répondre à la question « Rhinite chronique, est-ce réellement une allergie ?» Alors, je ne vous cache pas que c'est une question qui m'a totalement déroutée parce que la réponse est facile. Non, la rhinite chronique n'est pas allergique, toujours. Et si je veux enfoncer le clou, excusez-moi du terme, je dirais qu'elle ne l'est pas à hauteur de 65%. Ce qui fait que, dans la plupart des cas, elle n'est pas allergique. Ai-je répondu à la question? Ok, merci. Je peux disposer. Bon, je vais essayer quand même de justifier un petit peu. Donc, en pneumologie comme en ORL, beaucoup de patients sont étiquetés allergiques par défaut. Et puis après, les symptômes persistent. La pathologie pulmonaire n'est pas bien contrôlée. Ça retentit sur la qualité de vie. On part sur des traitements inutiles avec des surcoûts, parfois une aggravation de la symptomatologie respiratoire basse. Et on se demande pourquoi cette confusion. Certes, parce que les symptômes sont chevauchants entre différentes rhinites allergiques et que des fois, il y a un manque d'examen ORL chez les patients pris en charge en pneumologie. Pour y remédier, je dirais comme Joël de Rosnay, cherchons ensemble à comprendre, tendons-nous la main. Au début était le nez. Ce nez-là, il a un rôle primordial dans l'homéostasie des voies respiratoires par la protection et le conditionnement de l'air inspiré. Cette muqueuse-là, elle tapisse toutes les fosses nasales et elle a une surface qui est augmentée grâce à ses cornets, en particulier moyens et inférieurs. La muqueuse, elle contient des cils, elle contient des cellules sécrétoires, des glandes à mucus. Tout ça sert à hydrater le film superficiel de la muqueuse, mais aussi à éliminer tout ce qui est étranger. Et puis, des fois, ça pêche quand il y a des attaques extrinsèques, intrinsèques, et on a une atteinte à l'intégrité de cette muqueuse-là. D'un autre côté, ce cornet inférieur en particulier est un corps érectile qui est très richement vascularisé avec un réseau capillaire ou veineux très développé et qui va être à l'origine même de cette condition de préparation et de conditionnement de l'air inspiré. Je ne manquerai pas de vous dire que si vous avez des fois un scanner qui vous montre un gros cornet inférieur ici, comme ici, pensez plutôt au cycle nasal, qui est une condition physiologique, plutôt qu'à quelque chose de pathologique. Là encore, vous voyez qu'il y a des zones où il y a des thermorécepteurs auxquels ce tissu érectile va répondre et on va observer, là encore, des manifestations type obstruction nasale et congestion. Symptômes nasaux et innervation, il semble très important de revenir sur ça. L'innervation de la muqueuse nasale est tributaire du système autonome et sur le plan sensitif du nerf trijumeau. Donc il y a une voie qui est efférente, qui est sous l'action du parasympathique par l'intermédiaire de l'acétylcholine et du VIP, dont l'action, je ne sais pas si vous voyez le pointeur, qui a du mal à bouger. Ah, d'accord. Voilà, très bien. Donc, acétylcholine, VIP, ça va entraîner une vasodilatation et une augmentation de la sécrétion glandulaire. Et puis, à contrario, si c'est le système sympathique, on va avoir plutôt, via la noradrénaline, essentiellement, une vasoconstriction et une diminution des sécrétions. Et puis, en temps normal, le sympathique l'emporte sur le parasympathique. En situation pathologique, on va avoir un déséquilibre au niveau du contrôle de ce système autonome. Pour ce qui est de la voie sensitive,
qui est une voie afférente. Ce qui se passe ici, c'est qu'un certain nombre d'irritants, et pas que des allergènes, ça peut être des irritants chimiques, des irritants thermiques, ils vont entraîner une libération de neuropeptides qui vont, eux, augmenter la sécrétion glandulaire, entraîner une vasodilatation, d'où cette symptomatologie que des fois, on n'arrive pas à attribuer à un responsable plutôt qu'à un autre. Donc l'exacerbation du système de défense immunitaire va aboutir à cette exagération de la production des sécrétions, symptômes rhinorrhée, et au niveau du système de microvascularisation, un dérèglement neuronal des mécanismes de contrôle va donner cette obstruction nasale et une congestion nasale. L'ensemble de l'innervation des fosses participe au cycle nasal, ça on l'a déjà dit, mais aussi à plein d'autres réflexes, dont le réflexe nasobronchique, qui ne fait que confirmer cette idée des voies respiratoires unies ou United Airways. Alors, pour revenir à la définition, rhinite chronique, c'est quoi? C'est une rhinorrhée, obstruction, éternuement, prurite, plus d'1 heure par jour pendant plus de 12 semaines. Est-ce que ça nous met sur une piste particulière? Certainement pas. Je serais tentée de dire que la rhinite chronique n'est pas un diagnostic, elle serait plutôt un symptôme. Et pour y remédier, on pose des questions. Je ne sais pas, quand le pneumologue dit ou demande quels sont vos symptômes respiratoires, est-ce qu'il s'attarde suffisamment aux symptômes respiratoires hauts ou pas? En tout cas, il faudrait, parce que c'est ça qui va nous mettre sur les pistes des différentes entités nosologiques ou phénotypes dont on va parler. Orienté, parfois même policier, rythmicité, cyclonique témérale, saisonnier ou pas, les facteurs déclenchants, etc. Et ce ne sont pas des questions qui s'adressent uniquement à la rhinite allergique. Les signes fonctionnels, vous les connaissez tous. Vous identifiez là en gras les signes cardinaux de la rhinite allergique. Oui, mais une rhinorrhée, quand elle est unilatérale, est-ce qu'elle est allergique? Une obstruction nasale, quand elle est permanente, est-ce qu'elle est uniquement allergique? N'y aurait-il pas un substratum mécanique qui associe ou s'associe à la gravité du tableau? Et puis, à plus forte raison, s'il y a une anosmie, ce n'est pas classique dans les rhinites allergiques. S'il y a une épistaxis, encore moins. Donc, il va falloir un petit peu s'orienter en s'aidant par un certain nombre d'arguments, dont l'âge de début. L'âge de début précoce, c'est en faveur de la rhinite allergique. Plus tardif, on partira sur une rhinite non allergique. La sévérité aussi, vous savez qu'on l'évalue en termes de sévérité de persistance, eh bien ça va être plus gentil dans les rhinites non allergiques. Pareil pour les déclenchants, on a plus de facilité à identifier les pollens, les poils d'animaux pour la rhinite allergique. Dans le cas des rhinites non allergiques, on aura énormément de mal à identifier un coupable et ce sera dans la majorité des cas des situations pas habituelles, changement de température, d'humidité, etc. Les patients, quand on leur pose la question, un rhinitique allergique va vous dire « mon déclencheur est le pollen », dans la majorité des cas. Enfin, pollen ou autres allergènes aéroportés. Dans la rhinite non allergique, le patient répondra dans la majorité des cas « je ne sais pas ». Pareil, rhinite allergique, vous avez tous les symptômes connus plus des manifestations oculaires, chose qu'on ne trouvera pas dans la rhinite non allergique, qui est encore très peu d'éternuement, très peu de démangeaison. Quand vous aurez poussé les investigations pour réaliser ou des prick tests ou des IgE spécifiques, vous tomberez beaucoup plus facilement sur quelque chose de contributif et ça vous aidera à retenir le diagnostic d'allergie et de rhinite allergique associée éventuellement à l'asthme. Dans les autres cas de figure, c'est là où on n'a vraiment pas des tests contributifs. Donc en recommandation, regardons l'âge, la fréquence des symptômes, leur durée, le statut hormonal aussi, on y reviendra. Est-ce que c'est un contexte d'exposition professionnelle ou environnementale particulière répétitif? Est-ce que le patient prend des médicaments systémiques ou locaux en particulier? Il faut les étayer. Et c'est ça qui va orienter vers un type spécifique de rhinite. L'examen clinique. Quand vous avez tout ça, vous êtes bien content, c'est en faveur de la rhinite allergique. On a une muqueuse lilas. On dit que c'est typique, c'est vrai, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas chez tous les patients. Et puis, en particulier, quand vous avez un faciès adénoïde chez un enfant comme ça, ce n'est que le témoin d'un problème respiratoire chronique,
et pas forcément d'une rhinite allergique. Et c'est là où il faut s'attarder à trouver réellement le problème parce que ça peut se compliquer. Pareil, quand vous avez des cernes sous les yeux, ce n'est pas qu'une rhinite allergique et il faut chercher à trouver le vrai coupable parce que tout ça retentit sur la qualité de vie. En tant que pneumologue, certainement vous pouvez évaluer le flux nasal. On met une petite lame en métal sous le nez, on demande au patient de souffler, on bouche une fois le côté droit, une fois le côté gauche, et on voit l'empreinte de ce flux nasal sur la petite lame. La plus petite, c'est la fosse nasale qui est la plus bouchée. Donc on peut poser le diagnostic d'une obstruction nasale unilatérale. Encore faut-il ne pas être qu'elle ne soit pas en rapport avec le cycle nasal. Autre chose, si vous disposez d'un spéculum de Killian, vous pouvez dire s'il y a une obstruction, si le cornet est hypertrophié, s'il y a des sécrétions, s'il y a un aspect un peu atypique de la muqueuse. Par contre, si vous ne disposez pas d'autoscope, vous ne saurez pas évaluer le retentissement sur les oreilles et en particulier chez l'enfant. Ceci est une fosse nasale. Ce que vous pouvez éventuellement voir moyennant une rhinoscopie antérieure, ce n'est que ça et c'est très insuffisant. Alors, l'examen endoscopique est indispensable. Il est recommandé d'ailleurs chez tout patient suspect de rhinite allergique. On pourra voir s'il y a une déviation, s'il y a une concabulosa, s'il y a un cornet inversé, comment se présentent les méas moyens, s'il y a des sécrétions au niveau des méas moyens, s'il y a une lésion granulomateuse sur la muqueuse qui pourrait faire l'objet d'une biopsie, etc. Ça va nous aider aussi pour identifier une pathologie qui est pour le coup bilatérale, mais pas rhinite allergique comme la polypose. Ou aussi une lésion, qu'elle soit tumorale ou pseudo-tumorale. Si vous avez une vidéo que je vais essayer de passer assez rapidement, parce que même nous, des fois, on a du mal. Si j'arrive à la passer. Non, elle ne veut pas, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous avez une image, on se dit, est-ce que c'est des sécrétions, est-ce que ce sont des polypes? Et c'est là où on a besoin de mettre un petit coup d'aspiration pour dire et reconnaître que ce sont des sécrétions et non pas une polypose. Puis des fois, ça coule, mais le nez va bien. Eh bien, on va demander une TDM et on tombera sur un aspect de comblement des sinus ethmoïdes. On passera à l'entité rhinosinusite. On n'est plus dans la rhinite chronique, mais dans la rhinosinusite chronique, qui peut être une polypose ou autre. Et puis, des fois aussi, le nez va bien, mais ça coule. J'espère. Alors, pas très intuitif. Voilà. Ça coule comme ça coule beaucoup. Ça coule d'un seul côté, c'est positionnel et c'est du LCR. Donc, vigilance aussi, d'où l'importance que nous échangions un petit peu ensemble. Ces rhinites chroniques, elles touchent 30% de la population. Je ne vous rappelle pas la définition. Par contre, on parlera phénotype. Donc, le phénotype allergique, vous le savez très bien, il est assez facile à étayer dans la plupart des cas, disons, pas tout le temps. Il y a le phénotype infectieux. Phénotype infectieux, généralement, ce sont des patients qui vont aller facilement consulter l'ORL. Donc, on ne galérera pas beaucoup avec. Et puis, il y a ces rhinites non allergiques et puis il y a les rhinites mixtes. Tout ça peut être majoré par des conditions anatomiques qui potentialisent la sévérité des symptômes. Donc, on a dit rhinite chronique non allergique. Si on se fie à l'histoire du patient, on va pouvoir relativement facilement porter certains diagnostics. Sinon, on va retomber dans la rhinite idiopathique qui représente quand même la majorité des cas et on y reviendra. Maintenant, à côté de phénotype, il y a endotype. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu la peine de revenir sur l'innervation de la muqueuse nasale, parce qu'il y a deux types d'endotypes. L'endotype, au niveau des mécanismes physiopathologiques, j'entends bien, il y a l'inflammatoire et le neurogénique. Donc, dans l'endotype inflammatoire, il y a le type 2 TH,
2 et le non type 2. Et puis en fonction de ça, on peut être soit sur un ARES, donc une rhinite locale avec hyperéosinophilie, ou sur une occupationnelle, on y reviendra, ou sur une hormonale, on y reviendra aussi. Non type 2, on peut se retrouver sur une cause médicamenteuse, donc il faut pousser un petit peu l'interrogatoire. Neurogénique, c'est un petit peu plus compliqué, et puis c'est un petit peu plus prévalent aussi. Et donc, c'est le cas de l'idiopathique, de certaines formes induites par les médicaments, de la rhinite chronique sénile, etc. Et des fois, neuro-inflammatoire, c'est intriqué. Donc, rhinite chronique, c'est important de le répéter, c'est ce groupe hétérogène, non allergique, c'est ce groupe hétérogène de patients qui souffrent de rhinite sans signe clinique d'infection et sans signe systémique d'inflammation allergique. C'est-à-dire que les IgE spécifiques dans le sang ne sont pas retrouvés et que les tests positifs n'objectivent rien du tout. Épidémiologie, on a dit 65% répartis comme suit, 39% d'idiopathiques, suivi de 14% de médicamenteuses, puis occupationnelles, puis à part égale, approximativement hormonales, gustatoires et séniles. Cette rhinite idiopathique, elle était anciennement nommée vasomotrice, donc vous la connaissez sous ce terme-là, et on tend actuellement à la nommer neurogène à cause de ce substratum physiopathologique. Donc les symptômes, c'est quoi? C'est essentiellement une congestion nasale per-annuelle. Des fois, il y a une rhinorrhée et il n'y a pas de véritable cause identifiable. C'est là où il faut s'attarder à rechercher les déclencheurs. Air froid, irritant aéroporté, odeur, parfum, fumée, de tabac, activité physique, etc. Surtout, il faut avoir éliminé une allergie, une sinusite chronique avec ou sans polype, un état hormonal pathologique ou physiologique, une cause locale type NARES ou rhinite allergique locale. Ça, ce sont des patients qui vont répondre assez facilement aux corticoïdes locaux, ce qui n'est pas classique dans les rhinites idiopathiques. L'examen physique, ce n'est pas ça qui apporte un grand plus, et les tests de provocation, bien que utiles au test froid, ne sont pas de pratique courante. L'hypothèse éthiopathogénique, c'est cette hyperréactivité du parasympathique qui, là, pour le coup, l'emporte sur le sympathique, et aussi ce système non adrénergique, non cholinergique véhiculé par le nerf trijumeau. Les traitements, ce ne sera pas des corticoïdes nasaux, c'est des produits à action anticholinergique, comme certains antihistaminiques, comme le bromure d'ipratropium. Certaines études ont tenté la toxine botulinique avec de bons résultats, mais non encore standardisés. Et puis, il y a la chirurgie. Quand la rhinite vasomotrice est dominée dans sa symptomatologie par l'obstruction nasale, on pourra aller proposer une chirurgie du cornet inférieur, une chirurgie de réduction, une radiofréquence à laser. Ça peut être grandement bénéfique pour les patients. Pas en Tunisie, mais ailleurs, la neurectomie vidienne est tentée avec succès dans ces cas-là. Rhinite médicamenteuse, il y a plein de traitements qui sont connus et reconnus pour avoir donc un effet sur la muqueuse nasale, antihypertenseurs, sympatholytiques, antihypertenseurs d'autres familles, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les hormones, les contraceptifs oraux, anti-inflammatoires, ça vous le savez, aspirine, INS, je n'ai pas besoin de le rappeler, gabapentine, beaucoup, et puis aussi, surtout, les décongestionnants. En effet, cette rhinite médicamenteuse est subdivisée en deux sous-groupes. Donc, il y a les effets secondaires des traitements et puis il y a aussi l'effet secondaire des décongestionnants locaux, éphédrine, nafazoline, etc. Quand ils sont prescrits au-delà de 8-10 jours, eh ben, ils vont donner l'effet inverse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, en tout cas nous, ORL, on n'insiste jamais assez sur le fait qu'il ne faut pas dépasser les 5 jours avec les décongestionnants. Et là encore, les mécanismes physiopathologiques sont intriqués. Occupationnel ou professionnel, c'est l'inflammation de la muqueuse due à l'exposition à un environnement qui est toujours le même, qui est répétitif, et c'est en rapport avec une inflammation chronique induite par des molécules de bas poids moléculaire, contrairement aux allergiques. Là, elles apparaissent de nouveau à la faveur d'une exposition prolongée ou répétitive dans un milieu identifié par le patient. Rhinite hormonale, vous le savez, c'est toutes les périodes un petit peu de la vie de la femme. La sévérité des symptômes est proportionnelle au taux sérique d'œstrogène.
L'augmentation des oestrogènes entraîne un engorgement vasculaire nasal, donc une congestion, plus ou moins une sécrétion, et on l'observe dans 30% des cas chez les femmes enceintes à partir de 34 semaines d'aménorrhée. Ça disparaît à peu près 2 semaines après l'accouchement. Progestérone et estrogène entraînent aussi une migration des eosinophiles vers la muqueuse, contrairement à la testostérone. Après la ménopause aussi, il y a des manifestations qu'on va observer avec une atrophie de la muqueuse et des symptômes type sécheresse muqueuse. Sans oublier que l'hypothyroïdie et l'acromégalie sont associés dans la littérature à la rhinite chronique non allergique. Les rhinites gustatoires, c'est le fait de mettre, c'est concomitant à la mise en bouche d'un aliment particulier identifié par le patient. Dans la plupart des cas, c'est une rhinorrhée, parfois c'est une congestion. L'ingestion, il s'agit d'aliments chauds ou épicés. Et puis là, l'éviction est la solution. La rhinite sénile, c'est un patient qui est âgé de plus de 65 ans, qui, alors qu'il n'en avait jamais eu l'habitude, commence à avoir le nez qui coule beaucoup, sans condition pathologique endonasale ou anatomique. Et là encore, c'est un déséquilibre sympathique-parasympathique où les anticholinergiques peuvent aider, sauf contre-indication, bien évidemment. Ça, ce n'est pas une rhinite chronique non allergique, ça c'est une rhinite locale allergique qui prête souvent à confusion avec des IgE spécifiques locales présentes mais absentes dans le sang et ça répond aux corticoïdes locaux. Donc plusieurs diagrammes sont proposés par élimination pour réussir à trouver le diagnostic approprié. Et les traitements sont généralement adaptés en fonction des mécanismes physiopathologiques dont on a parlé. Donc, en conclusion, classer les patients dans un cadre nosologique distinct, bien sûr qu'il est utile pour la prise en charge. Se souvenir cependant qu'une maladie n'en exclut pas une autre, donc garder en tête les mécanismes physiopathologiques intriqués. Malheureusement, il y a encore une grande différence entre la prise en charge sur le plan thérapeutique en pratique de ville versus en milieu scientifique en rhinologie expérimentale, mais on s'attend à ce que des propositions thérapeutiques plus développées soient mises à la disposition des patients. Donc, on entame la session allergie. Rhinite chronique, je dirais, c'est un syndrome, et l'allergie n'en est qu'un phénotype. Donc, de quelle rhinite s'agit-il? Si on a éliminé les rhinites chroniques non allergiques, on peut plus facilement et être plus à l'aise vers le diagnostic de l'allergique. Et puis, si ça prêche, là encore, c'est là que les tests moléculaires vont aider. C'est simplement pour préparer le terrain à la présentation d'après. Voilà, merci pour votre attention. Excusez-moi si j'ai dépassé un petit peu. Merci, professeur Eliahi, pour cette très belle présentation. Assez détaillée. Donc, vous avez bien répondu à la question. Et on a bien compris, parce que j'étais hésitante. On a bien compris que la rhinite chronique, c'est un syndrome, c'est pas une pathologie, et que ce n'est pas tout le temps allergique. Alors, avant de donner la parole à la salle, je voudrais poser une question concernant la rhinite hormonale. Alors, qui nous pose des problèmes chez les femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes qui viennent nous voir et qui sont connues allergiques, qui ont des rhinites allergiques et qui s'exacerbent au cours de la grossesse. Maintenant, comment faire la différence entre une rhinite allergique qui s'exacerbe ou une rhinite non allergique qui est hormonale? Alors, oui. La deuxième partie de la question, comment vous allez la traiter, cette rhinite, s'il n'est pas allergique? Oui, voilà. Alors, heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, en Tunisie, nous avons accès aux antihistaminiques locaux actuellement. Donc, ça nous aide beaucoup aussi sur ces terrains-là avec l'association aux corticoïdes. Et ça permet de contrer un petit peu le mécanisme physiopathologique inflammatoire et neurogène à la fois. Donc, bien sûr, une femme enceinte, si le tableau rentre dans le cadre de sa rhinite allergique habituelle, si c'est la saison, etc., si c'est l'allergène identifié, on partira sur toutes les mesures habituelles d'éviction jusqu'au thérapeutique en fonction de la sévérité. Et puis, forcément, si on est sur le 3e trimestre, cette rhinite hormonale va rajouter une couche qu'on traitera moyennant les traitements locaux. On n'aura pas d'autre choix, malheureusement. Et puis, on pourra la rassurer parce que ça disparaîtra 2 semaines après l'accouchement. Bien, merci beaucoup. Alors, la parole est à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ?